C'est la semaine de l'enfer. Vraiment, vraiment. C'est la semaine interminable. Ah oui, oui, oui. Et c'est loin d'être terminé. Ah bon, ah bon? Parce que ce dimanche soir, Y'a quoi, y'a quoi? y'a Classico, co. Les amis, on se retrouve pour parler de l'avant-match Real Madrid-FC Barcelone, le troisième Classico de l'année. Après le premier match en Liga, on s'en souvient, à Montjuïc, défaite du Barça. Après le deuxième en Supercoupe d'Espagne, énorme défaite du FC Barcelone. On est sur le troisième, jamais 2 sans 3. Et on espère cette fois-ci faire un petit peu mieux justement que les deux autres. Et c'est un match dans lequel deux équipes vont s'affronter avec des contextes diamétralement opposés, les amis. Surtout avec ce qui s'est passé cette semaine, qui a changé beaucoup de choses dans le bilan qu'on fera de ces deux clubs. En premier lieu, le Real Madrid qui s'est qualifié, on l'a vu sur la chaîne après le débrief. Après un match nul, puis prolongation, puis tir au but face à Manchester City, le Real Madrid a éliminé le favori de la Ligue des Champions. Après un match, on l'a dit, où vraiment ils ont fait le dos rond, ils ont courbé les chines, ils ont joué en mode Atlético Madrid, mais ça leur a réussi. Ils se sont qualifiés, c'était leur objectif contre Manchester City quand tu joues à l'extérieur. C'est pas tout le temps évident. Ils ont joué cette carte-ci, ça leur a réussi. Donc encore une fois, comme dans le débrief, bravo à eux pour ce coup-ci. Et de l'autre côté, un FC Barcelone qui a vécu totalement l'inverse, un Barça qui avait gagné au match aller, qui menait 1-0 au retour et qui s'est auto-tué face au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain également qui a fait une bonne performance, qui a fait le match qu'il fallait faire, mais le Barça qui se saborde et qui mentalement a pris un coup de massue sur la tête. Après cette grosse défaite, c'était un peu notre bulle, cette Ligue des Champions. On savait qu'on avait une saison un petit peu compliquée, en championnat on était distancé par le Real. Il y avait ce petit cocon qui était la Ligue des Champions, où on se disait ça sera soit contre Dortmund, soit contre l'Atlético Madrid, puis après on sait jamais en finale sur un match à Wembley, ça peut bien se passer. Donc il y avait de l'espoir qui était en train de renaître du côté du Barça, il y avait des matchs qui s'enchaînaient où ça se passait bien, il y avait une succession de parties où on avait été invaincus, et cette défaite vraiment elle te met une énorme claque. Les joueurs étaient abattus en fin de match, les supporters abattus, les supporters divisés entre détester Araujo ou détester Xavi, etc. Donc vraiment une implosion en plein milieu de la semaine. Et en plus de ça, on peut rajouter après quelques petites disputes internes qui commencent à naître, avec Gundogan entre guillemets qui a un tout petit peu réprimandé Araujo en lui disant c'est un peu quand même une erreur de jeunesse que tu as fait mon ami. Araujo qui a répondu il n'y a pas si longtemps que ça en disant ouais moi ce que dit Gundogan je m'en intéresse pas trop, je préfère pas commenter, etc. Donc voilà quelques petits problèmes internes aussi qui s'ajoutent du côté du Barça. Et on peut rajouter aussi quelque chose par rapport au contexte de ce Classico, c'est l'état de forme physique des deux équipes. En tout premier lieu, le Real Madrid. Le Real Madrid a fait 120 minutes contre Manchester City. 120 minutes où ils ont dépensé de l'énergie comme jamais, les amis. Les attaquants, les offensifs de cette équipe, Rodrigo, Vinicius, ont fourni des efforts. Bellingham a fourni un nombre d'efforts, un nombre de courses à haute intensité pour le pressing, pour l'attaque, incommensurable. Sur les côtés, Mendy, Carvajal également pour combler, etc. Pour prendre en 1 contre 1 les ailiers de City. Les efforts qu'ils ont fait, c'était vraiment exceptionnel de la part du Real Madrid. Donc beaucoup d'énergie dépensée. Et on pourrait se dire, ah, ça va leur coûter quand même cher face au Barça, d'autant plus qu'ils ont joué 24 heures après. Ah, ça va être peut-être compliqué sur ce point-ci. Mais si on regarde d'un petit peu plus près, on regarde ce qui s'est passé du côté du FC Barcelone. Le Barça a certes joué le mardi, a certes joué que 90 minutes, mais malheureusement, 60 minutes d'entre elles étaient à 10 contre 11. Dans un match également où tu as fourni beaucoup d'efforts pour essayer justement de combler les trous du manque du joueur. Dans un match où jusqu'à à peu près la 87e minute de jeu, on peut encore espérer une prolongation, donc on se donne encore à 100%. Donc aussi une énorme débauche d'énergie du Barça, à laquelle on peut ajouter le fait qu'on ait été disqualifié, parce que là on parle simplement de l'aspect physique des choses, mais le mental ça va avoir un impact sur le physique. Et une défaite, une élimination, oui, c'est à prendre en compte, parce que là, les joueurs, je vous ai dit, ils étaient totalement abattus après le match et ça compte. Là, il faut redémarrer, rallumer le moteur, te dire encore une défaite cette saison, encore une fois, on a raté le coche. Vraiment, c'est long, vraiment, c'est dur. On affronte le Real Madrid qui est qualifié en demi-finale, qui est en tête de la Liga avec 8 points d'avance. Psychologiquement, c'est très compliqué. Alors que du côté du Real, tu t'es qualifié, tu as joué 120 minutes, c'était fatigant, mais tu t'es qualifié. Donc mentalement, tu arrives à te dire, ok, j'ai fourni des efforts qui m'ont permis quelque chose de positif. Donc, tu récupères beaucoup plus vite. Donc ça, c'était un petit peu pour poser le contexte des deux équipes. Maintenant, on peut aussi dire sur ce match, sur ce Classico, que ça reste un Classico, entre guillemets, de la dernière chance pour le FC Barcelone. Alors on sait, on a 8 points d'avance, on sait le Real Madrid cette année, ça lâche pas beaucoup de points, mais s'il y a victoire du FC Barcelone au Santiago Bernabéu, on revient à 5 points.
5 points, une défaite, un match nul du Real Madrid. Nous, si on enchaîne, maintenant on joue plus la Ligue des Champions, hein, donc nous on va avoir un match par semaine à jouer. Donc j'espère quand même qu'on va se focus en Ligue des Champions et qu'on va être en capacité d'enchaîner et que mentalement on va pas s'effondrer. Mais si on le fait, pourquoi pas? Ça reste que du foot. Je ne dis pas qu'on va forcément le faire, mais il y a une possibilité. Alors que s'il y a un match nul et donc que le Real reste à 8 points ou que le Real gagne et que le Real passe à 11 points, là on peut dire totalement adieu à cette Liga avec un Real qui enchaîne, qui perd très peu de matchs, ça va être compliqué. Mais si on revient à 5 points, le Real, attention, il y a la Ligue des Champions aussi. Aller-retour contre le Bayern, peut-être finale, ça va rentrer dans les têtes. Au bout d'un moment, les mecs ils vont arrêter de courir hein, comme des lapins pendant 120 minutes. Au bout d'un moment, on va quand même avoir un truc qui s'appelle la fatigue, qui va peut-être rentrer en compte chez eux. Voilà, tout est possible. C'est du football, donc on ne sait jamais. Pour le Barça, c'est peut-être la dernière chance de réaliser quelque chose en termes de points. Maintenant, au-delà de l'aspect comptable de ce match-ci, il y a aussi l'aspect de l'honneur, il y a aussi l'aspect de la notoriété, l'aspect de la fierté dans un Classico. On le sait, même si, je sais pas, le Real, ils ont plus 20 points, même si le Barça, on a plus 15 points en Liga, ça reste un Classico. Ces matchs-ci, il faut toujours les gagner parce que c'est un match de prestige que les vrais supporters attendent toujours. C'est pareil dans les gros derbys, etc., même Atlético, Real, même Espagnol, Barcelone contre le FC Barcelone, c'est des matchs qu'il faut gagner parce que ce sont des matchs, entre guillemets, de prestige pour les vrais supporters qui ont énormément d'importance. En plus de cela, le Classico, on peut rajouter que c'est un match qui est ultra visionné dans le monde entier et qui est très important, dans lequel tu peux montrer de belles choses, dans lequel justement si tu arrives à gagner, tu te dis ok, on a été éliminé en Ligue des Champions, mais on arrive quand même à un peu redresser la barre, on bat ce Real Madrid qui cette année est vraiment très impressionnant, donc c'est important, ne serait-ce que pour ça. Il y a l'aspect comptable certes, mais il y a aussi l'image que tu vas garder si tu es sur 3 défaites contre le Real cette saison, sur les 3 matchs dans lesquels il t'a affronté, là c'est ouais, énorme domination sur toi, sur le Real, sur son projet, par rapport à ton projet à toi, et c'est un énorme coup de massue sur la tête. Les amis, après avoir posé tout ce cadre autour de ce Classico, on s'intéresse aux 11 que j'attends de voir contre ce Real Madrid, en commençant par ce qui se passe derrière, sans grande surprise, Ter Stegen, en défense, Koundé, Araujo, Cubarsí et Cancelo. Une défense, vous voyez, qui ne bouge pas hein, par rapport à ce qu'on a vu contre le Paris Saint-Germain, point très important à souligner, le cas Araujo. Voilà, on le sait, on l'a vu, énorme boulette dans la transmission parce que c'est lui hein, qui perd le ballon, qui va être pris par Nuno Mendes, qui va ensuite lancer Barcola. Ensuite, carton rouge, faute pas très intelligente dans un moment du match, 30e minute de jeu où tu as encore des choses à jouer, même si tu te prends le 1 partout, tu peux encore jouer. On a vu beaucoup de réactions des supporters barcelonais sur les réseaux qui l'incendiaient, qui l'insultaient limite. N'oublions pas qu'il y a Araujo. Voilà, c'est un joueur qui a fourni de très bons matchs au FC Barcelone, qui a très souvent pris surtout Vinicius en 1 contre 1 et qui s'en est très bien chargé. N'oublions pas ça. N'essayons pas de l'enterrer trop vite. C'est un défenseur central. Il a fait une énorme boulette. C'est le premier à le savoir. Sa réaction par rapport aux commentaires de Gundogan, j'ai pas trop apprécié. Mais ça reste un joueur à qui il faut donner de la confiance. Et il doit se relancer dans ce match-ci. Si c'est un grand joueur, justement, il arrive à passer à autre chose. Mais ça va être très compliqué. Très compliqué parce qu'il le sait. Il le sait que c'est lui la figure de cette élimination, que c'est sur ses épaules à lui. Donc il remettra pas tout à plat, c'est pas possible même s'il fait une super performance, on n'oubliera pas tout de suite. Mais en tout cas, il peut montrer, ok les gars, moi je suis un grand joueur, je réponds présent, regardez ce soir face à Vinicius, ce que j'arrive à sortir. On s'intéresse maintenant au milieu de terrain, vous allez voir avec une petite surprise, je décide de mettre Christensen, Pedri et Gundogan. Petite surprise, vous l'avez vu, la non-titularisation selon moi de Frenkie de Jong, que je ne mettrai pas. Pourquoi? Parce que Frenkie de Jong, ça fait plusieurs matchs, il va avoir l'excuse, vous me direz, il a été blessé, etc. C'est dur dans l'intensité. D'un moment, on a remarqué que défensivement, il y avait un énorme manque, il y avait un manque de volonté de la part de ce joueur qui peut être très intéressant justement s'il est, je pense, un petit peu mis au-dessus sur le terrain, mais dans ce rôle vraiment de joueur qui va quadriller cette zone un petit peu axiale devant la défense. C'est un joueur qui rechigne à faire les efforts et ça a été très dommageable contre le Paris Saint-Germain, notamment sur le but de Vitinha. Et ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça pour Frenkie de Jong. Et je trouve qu'il faut peut-être un peu remettre en question cette envie de la part de ce joueur, justement en lui disant, bah regarde là sur ce match-ci, tu ne vas pas être titulaire, surtout qu'on le sait, Christensen apporte beaucoup d'équilibre. Dès qu'il joue, c'est notre numéro 6, même si bien évidemment c'est pas son poste de métier et qu'il y a bien meilleur que lui, mais quand il est là quand même ça t'apporte un peu plus d'équilibre. Et que je trouve que Pedri peut être vraiment intéressant à ce poste-ci, il rechigne pas lui dans les efforts, il n'est pas forcément meilleur défensivement, mais au moins dans
dans les efforts, je trouve qu'il en produit plus et je trouve qu'à la sortie de balle, il va être plus en capacité de donner des ballons et de transmettre, alors que De Jong souvent se met dans un rôle où il se met dans le même positionnement que Koubarsi à la relance et t'as Koubarsi. Donc ça ne sert à rien si t'as Koubarsi de mettre un autre joueur qui est exactement à côté de lui et qui fait la même chose. Si t'as Koubarsi, c'est pour mettre justement un joueur qui est un peu plus devant. Donc moi je mettrais Pedri qui est capable de se placer entre les lignes, qui est capable de transmettre un peu plus vite que De Jong. Devant eux, Gundogan, bien évidemment, on l'a dit, il est placé plus haut dans les 30 derniers mètres. C'est toujours un joueur évidemment indispensable au FC Barcelone. Et enfin, pour conclure, ce qui se passe devant, donc Lamine Yamal, qui n'aura pas joué énormément de minutes face au Paris Saint-Germain. Pourtant, il avait fait un très bon début de match. Lewandowski, que je continue à mettre parce que je le trouve pertinent quand il y a Gundogan à ses côtés, même si contre le Paris Saint-Germain, c'était assez compliqué, mais en même temps, un 10 contre 11 un peu esselé en attaque. Et Rafinha que je mets. Alors, il peut y avoir des débats avec Joao Félix, surtout parce que Rafinha peut être un petit peu fatigué de ce qui s'est passé. Mais finalement, Rafinha n'a pas joué le week-end dernier. On s'en souvient, c'est Félix qui avait été titulaire contre Cadiz. Mais Rafinha a quand même des bonnes performances. Face au Paris Saint-Germain, il met un doublé au match aller, il met un but au match retour. Vraiment, il a été bon, il a marqué des points dans ce demi-espace gauche. Toujours pas, on va arrêter de dire que c'est à l'aile. C'est vraiment demi-espace gauche intéressant. Et les droits, on sait qu'il a des manquements, des énormes manquements dans la capacité de dribble, mais dans la capacité de projection, de verticalité dans ce demi-espace, c'est toujours intéressant. Et encore une fois, il est bon. Il est bon à ce poste-là, donc tant qu'il est bon, on continue à le faire jouer. Voici mon 11, les amis, que j'attends du FC Barcelone contre le Real Madrid. En commentaire, vous pouvez me dire, vous, ce que vous préférez voir justement pour ce match-ci. C'est un match au Santiago Bernabéu, ça va pas être facile, ça va pas du tout être évident. On sait que cette équipe est redoutable cette année, on sait comment elle joue, ça c'est le point positif. On a compris au bout d'un moment, on l'a raconté de nombreuses fois en tout cas sur la chaîne, donc les joueurs du Barça doivent le savoir maintenant. C'est un match de prestige, on l'a dit, c'est un match pour l'honneur. On le gagnera peut-être qu'on sera quand même pas champion de Liga, mais il faut redresser la barre, c'est pas facile. Je sais que les joueurs sont 6 pieds sous terre en ce moment, et nous aussi les supporters, donc je pense que c'est très compliqué pour eux, mais c'est pourquoi pas l'occasion d'essayer de redresser la barre assez vite, d'être un tremplin pour nous. Ça n'enlèvera pas la frustration qu'on a de cette élimination contre le Paris Saint-Germain, mais ça peut nous servir à nous dire, ok, au moins cette année on n'a pas 3 défaites face au Real Madrid, et face à un gros, on répond présent, et pourquoi pas les mettre un petit peu en danger sur cette fin de saison, les faire stresser un petit peu et qu'ils soient concernés aussi en Liga pour les mettre un petit peu en difficulté en Ligue des Champions, ça serait sympathique. En tout cas les amis, on va encourager notre Barça, c'est maintenant qu'il faut l'encourager, c'est aussi dans les moments où c'est compliqué qu'il faut être présent les amis, donc faut pas lâcher. Je vous laisse me dire maintenant en commentaire votre pronostic pour ce match-ci, je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. On se retrouve très bientôt pour le débrief de ce match, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous le regardez. À tout bientôt, ciao.